Alors nous avons beaucoup simplifié l'équation de D'Alembert initiale en une équation à une seule dimension d'espace, d2e sur dx2 égale 1 sur c2 d2e sur dt2. Et pour la résoudre, pour obtenir une expression explicite du champ électrique, il faut encore faire deux hypothèses supplémentaires. On va résoudre, donc en onde plane polarisée rectiligne, ça c'est déjà dans nos hypothèses, mais aussi en onde progressive monochromatique. Et on va commenter comment ces deux nouvelles caractéristiques se traduisent en fait sur la nature du champ électrique. Donc les 0,0 et le fait que l'onde est plane sont traduits ici dans cette égalité-là, et enfin dans la nature du champ électrique et dans l'équation de D'Alembert qu'on obtient. Et puis maintenant, on va admettre qu'on a une onde tout à fait classique en cosinus oméga t moins k fois x, avec éventuellement une phase à l'origine, plus phi. Alors, il faut commenter un petit peu. En réalité, il faudrait mettre ici plus ou moins. On peut commenter en deux mots. Le caractère monochromatique de l'onde est lié au fait qu'il y a une pulsation oméga unique. Oméga égale 2pi sur grand T. Donc l'onde est monochromatique. Le fait que les deux variables, temps et espace, sont combinées dans la même fonction trigonométrique est relatif au fait que c'est une onde progressive. Et en toute rigueur, on pourrait mettre ici plus ou moins, puisque je rappelle que selon que le signe ici est positif ou négatif, ça va traduire le fait que l'onde se propage soit dans le sens des x positifs avec un signe moins, soit dans le sens des x négatifs avec un signe plus. Donc si on met plus ou moins, on peut mettre en évidence la propagation le long de l'axe x, certes, mais le cas échéant dans les deux sens. On va nous faire l'hypothèse que l'onde se propage dans le sens des x positifs, auquel cas, il faut mettre ici un signe moins. Donc, peut-être pour faire ce résumé-là, parce que c'est important, polarisée rectiligne, ses composantes sont nulles. L'onde est plane, le champ électrique ne dépend que de x en termes de variable spatiale. Elle est monochromatique parce qu'il y a une seule pulsation que j'appelle oméga. Et enfin, elle est progressive puisque les deux variables d'espace et de temps se combinent dans la même fonction trigonométrique, cosinus ou sinus, peu importe. De toute façon, c'est toujours relatif à une phase à l'origine. Voilà donc l'hypothèse d'onde plane progressive monochromatique polarisée rectiligne. Maintenant, on peut, puisqu'on a l'expression du champ, on peut commencer à sortir notre presse agrumes pour, par exemple, trouver des conditions sur oméga et k. Est-ce que oméga et k sont quelconques? La réponse, bien sûr, est non. Quelle structure de champ magnétique va émerger à partir de cette expression de E? Voilà donc un petit peu les questions qu'on se pose dans ce paragraphe. Alors, la première chose, puisqu'on a une expression explicite de E, on peut l'injecter dans l'équation de D'Alembert. C'est-à-dire qu'à droite, il faut dériver deux fois par rapport à la variable d'espace. Ça veut dire qu'on va obtenir... Alors, quand je dérive deux fois, le moins k sort, une première fois, une seconde fois, ça fait moins k le tout au carré. Donc, on a en fait un k carré qui apparaît. Grand E, c'est une simple constante multiplicative. Le cosinus est dérivé en moins sinus une première fois, et moins sinus est dérivé en moins cosinus une seconde fois. Donc on a aussi un signe moins qui apparaît. Ici, il faut bien le mettre en évidence. Et après, il reste cosinus, puisque quand on dérive un cosinus, eh bien, il reste inchangé avec sa phase. Donc ça, c'est D2E sur Dx2. Et on peut calculer directement 1 sur C2 D2E sur dt2 de façon tout à fait analogue, puisque les deux expressions doivent être identiques, puisque c'est l'équation dite de D'Alembert. Donc quand je dérive deux fois par rapport au temps, c'est oméga qui sort deux fois. Donc on va avoir E oméga.
La première dérivée de cos donne sinus, moins sinus, pardon, et la deuxième dérivée de moins sinus redonne moins cosinus. Donc, en fait, on a aussi un signe moins qui apparaît. Il ne faut pas oublier la constante 1 sur C2 qu'on va mettre ici. Et puis après, on a évidemment le cosinus qui reste inchangé comme dans toute dérivation de fonction trigonométrique. Et si on égale membre de gauche et membre de droite dans l'équation de d'Alembert, on constate que cette expression du champ électrique vérifie bien l'équation de d'Alembert si K2 est égal à oméga 2 sur C2. Alors c'est ce qu'on appelle la relation de dispersion dans le vide. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est la première fois qu'on rencontre ce type d'équation? Non. Parce que ça, c'est jamais que l'expression classique d'une onde que vous avez déjà rencontrée sans doute dans d'autres circonstances, par exemple une onde de propagation le long d'une corde en mécanique, puisque K, ça s'écrit, ça peut se réécrire K égale plus ou moins oméga sur C. Excusez-moi, je passe ici. K, c'est 2pi sur lambda, où lambda, c'est la longueur d'onde, égale plus ou moins oméga sur C. Et donc, ici, en fait, le oméga, quand je le fais passer dans le second, dans le premier membre, ça me donne 2pi sur oméga, c'est-à-dire T, égale plus ou moins lambda sur C. C'est la fameuse relation lambda égale C fois T qui existe. Or, le plus ou moins, oui, le plus ou moins disparaît puisqu'une longueur d'onde, c'est forcément positif. C'est la fameuse relation qui existe entre la longueur d'onde et la période, lambda égale Ct, ou lambda égale C sur F. Donc là, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est simplement, ça témoigne du fait que notre objet est bien un objet de la physique ondulatoire. Alors, à présent, on voudrait en savoir un peu plus sur la géométrie du champ B. Alors, est-ce qu'on peut expliciter B? La réponse est oui, on va réécrire le champ électrique. Alors, cette fois-ci, je ne traîne plus la phase à l'origine parce que de toute façon, elle ne sert pas à grand-chose, elle n'apparaît pas dans les calculs. Et l'idée maintenant, c'est de dire que on sait que rotationnel de E est égal à moins dB sur dt. Alors c'est un calcul qui va être un petit peu long, mais utile quand même pour bien s'approprier la mécanique de ces ondes électromagnétiques. Je connais E, je suis capable de déterminer rotationnel de E, et j'aurai donc moins dB sur dt. En intégrant moins dB sur dt, au signe près, je récupère mon champ B. Et donc je serai capable d'expliciter le champ magnétique en exploitant l'équation de Maxwell-Faraday. Alors je rappelle que rotationnel de E, ça peut s'écrire aussi nabla vectoriel E. Donc ça, on va le faire, c'est un petit peu long, mais je pense que c'est utile. Donc l'opérateur nabla, c'est l'opérateur de différence spatiale d sur dx, d sur dy, d sur dz, vectoriel, 0, 0, E, cosinus, oméga t, moins kx. Ce qui donne la première coordonnée, donc on élimine la première ligne et on fait le produit en croix sur le déterminant qui reste après élimination de la première ligne. Donc c'est d sur dy de E cos oméga t moins kx, mais cette expression-là ne dépend pas de y, donc la dérivée est nulle, moins d sur dz de 0. Ça veut dire que la première coordonnée est nulle. On va tout de suite traiter la dernière. J'élimine la dernière ligne, je fais le produit en croix des déterminants qui restent. d sur dx de 0 moins d sur dy de 0, ça fait aussi 0 sur la troisième coordonnée. Donc la seule coordonnée non nulle du rotationnel de E, et donc de moins dB sur dt, c'est celle au centre ici, qui vaut d sur dz de 0, c'est nul, moins la dérivée par rapport à x de cette quantité-là. Et quand je dérive par rapport à x
cette quantité-là, le moins K sort, le moins simplifie le moins du produit en croix, et ensuite il me reste fois E cosinus oméga t moins Kx. Et vous y voyez tout juste. Et voilà pour mon champ magnétique. Mais c'est moins dB sur dt. Donc on a moins dB sur dt égale la seule composante non nulle est ici, Ke cosinus oméga t moins Kx. Donc, on va commencer par multiplier par moins des deux côtés de l'équation. On introduit un moins ici. Puis maintenant, il reste à intégrer par rapport au temps pour obtenir finalement B. Alors, je vais effacer ici. Hein, c'est un petit peu difficile, les tableaux sont petits, mais en fait, par intégration, alors B égale. Alors, quand on intègre les zéros, on obtient des constantes d'intégration. Et ici aussi, il y aura une constante d'intégration. Mais ces constantes, par définition, correspondent à un champ statique, puisque, par définition d'une constante, elle ne dépend ni de l'espace ni du temps. Donc en fait, ça veut dire que quand on intègre plus dB sur dt, on obtient un champ B qui va être, pour partie ondulatoire, plus un champ statique qui résulte de l'intégration des zéros ici, et de ce terme-là. Alors on va évidemment zapper le champ statique, qui ne nous intéresse pas dans ce chapitre, et on va uniquement garder le champ ondulatoire. Donc ici, c'est 0, puisque je me suis débarrassé des constantes d'intégration. Et ici, il faut, cette fois-ci, non pas dériver, mais il faut intégrer par rapport au temps. Alors quand j'intègre, le cos devient un sinus. Et puis, eh bien, il faut diviser par oméga, puisqu'on l'intègre par rapport au temps. Voilà donc l'expression de B. K sur oméga, c'est 1 sur C. Donc on peut remplacer K sur oméga par 1 sur C. Et en fait, le résultat final fait apparaître les choses suivantes. On avait dit que le champ électrique se propage sur X. Il est polarisé sur Z. Maintenant, on voit apparaître le fait que le champ magnétique, lui, il est sur Y. Ça veut dire que, en fait, le vecteur K, qui est égal à K fois le vecteur unitaire sur l'axe X, le vecteur E et le vecteur B forment un trièdre direct. C'est-à-dire que le champ se propage en ayant E et B, tous les deux perpendiculaires entre eux, et aussi perpendiculaires à la direction de propagation. C'est une caractéristique fondamentale des ondes électromagnétiques dans le vide. Au gré de la propagation, E et B sont orthogonaux entre eux, et forment un plan qui est lui-même orthogonal à la direction de propagation. Tout à l'heure, nous allons dessiner cette structure géométrique, et il faudra bien garder ça en tête. Alors, vous avez peut-être vu une erreur grossière que j'ai faite dans mes calculs, qu'il faut absolument corriger. Donc, voilà le champ électrique, avec sa seule composante non nulle. On en fait le rotationnel, donc nabla vectoriel, le champ électrique. Les deux composantes sur x et y sont bien nulles, mais lorsqu'on calcule la dernière composante, en éliminant la ligne du milieu ici, et en faisant le déterminant sur le produit en croix sur le déterminant qui subsiste, en fait, il faut prendre la dérivée par rapport à x de cette composante. Et donc, tout à l'heure, j'ai oublié de dériver le cosinus. Donc, on obtient moins KE fois sinus oméga t moins KX. Et par conséquent, ça, c'est moins dB sur dt. Et quand j'intègre, pour obtenir in fine B, au moins en dehors de sa composante magnétostatique, en fait, on récupère par intégration le fameux cosinus, et non pas le sinus comme je l'ai mis sur les tableaux précédents. Voilà, toutes mes excuses, mais il est important de bien corriger ça. En revanche,
ce que nous disions tout à l'heure reste valable. Le champ B, il est bien sur OY, et du point de vue formel, il est décrit par la même fonction trigonométrique, alors que tout à l'heure, j'avais un sinus, et ça, c'était pas bon.